Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre, ou le troisième, parce que le premier sur chimie organique, le deuxième sur le corps noir, maintenant le troisième, une partie d'interaction de rayonnement avec la matière. Alors, c'est l'effet photoélectrique. Bon, donc vous savez, en résumé, qu'est-ce que c'est que l'effet photoélectrique? Un rayonnement d'une énergie suffisante, capable d'arracher des électrons sur un matériau. Si son énergie n'est pas suffisante, c'est-à-dire il peut pas faire, ça veut dire il va y avoir réflexion ou diffusion de la lumière sur la surface du matériau. Mais si cette énergie est suffisante, on peut assister à un arrachement des électrons. Donc nous allons étudier ce phénomène. Alors l'effet photoélectrique, le spectre de rayonnement du corps noir, est le point de départ historique de la théorie de Quantum. Et en l'absence d'une excellente connaissance de thermodynamique statistique, ne peut vous convaincre totalement de l'aspect corpusculaire de la lumière. L'analyse de l'effet photoélectrique en constitue une preuve beaucoup plus directe. Alors, l'effet photoélectrique donc, a été découvert par hasard par Henrik Hertz. Donc, en ce moment, ça veut dire lui n'a pas accordé beaucoup d'intérêt à ce phénomène-là. Mais Albach, normalement en 1888, il a réalisé une expérience sur l'électroscope. Il charge un électroscope, voilà, ça c'est l'électroscope, c'est-à-dire on peut le charger avec des charges négatives, avec un bâton d'ébonite ou quelque chose comme ça, de plastique. Ça veut dire si l'électroscope est chargé négativement, les deux feuilles d'or, ou bien les deux aiguilles chargées de même nature se repoussent. Ça veut dire les deux feuilles se repoussent, voilà, sont poussées. Donc, comme on peut le voir, si l'électroscope est déchargé, ça veut dire les deux feuilles vont s'approcher l'une de l'autre. Mais s'ils sont chargés positivement ou négativement, ils vont se repousser. Et nous, c'est-à-dire, nous allons le charger négativement avec des électrons. Alors, Albach a réalisé l'expérience électroscope, il charge l'électroscope négativement, et les feuilles d'or. Donc, chacune porteuse de charge négative vont s'écarter l'une de l'autre, avec un angle θ. Si, par hasard, par accident, on a éclairé la plaque supérieure avec une lumière ultraviolette. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'électroscope se décharge et le feuille se rapproche. Donc, Albach en a déduit alors que les charges négatives ont été arrachées par la lumière ultraviolette. Donc, c'est la première fois qu'on a découvert ce phénomène-là. Alors voilà, maintenant on n'utilise pas les feuilles, on utilise les aiguilles. Ça c'est une tige fixe, ça c'est une tige mobile. Alors quand on le charge avec des charges négatives, c'est-à-dire que la tige fixe reste à sa place, mais la tige mobile va s'écarter de la tige fixe. Mais une fois on va allumer, voilà, ça c'est une lampe UV. Une fois que nous allons allumer la lampe UV, c'est-à-dire il va y avoir des électrons qui vont être arrachés sur la plaque supérieure métallique. Alors, et l'aiguille va s'approcher de la tige fixe. Là, on regarde, ça veut dire la lumière UV, c'est de longueur d'onde 254. Alors, Einstein en 1905 publie un article portant sur l'analyse de l'effet photoélectrique, lui a valu le prix Nobel 1921, dans lequel il montrait qu'une onde électromagnétique lumineuse, une onde lumineuse, de fréquence peut être considérée comme un flux de photons. Donc, photon désigne un quantum. Donc là, vous voyez, ça c'est de la lumière. Et là, ce sont des photons qui constituent la lumière, c'est-à-dire la lumière est considérée d'une manière, ça veut dire du côté corpusculaire, ce sont des photons. Chaque photon a une énergie h nu. C'est la constante de Planck. Donc là, c'est l'expérience de l'effet photoélectrique. Voilà, vous avez une cellule, à l'intérieur il y a le vide, il y a l'anode, la cathode, qui va recevoir normalement la lumière,
en question, c'est-à-dire qu'il y a des électrons qui vont être arrachés pour aller de la cathode vers l'anode et on a un microampèremètre qui va détecter ce courant-là. On peut changer la différence potentielle entre les deux électrodes grâce à un générateur et puis un rhéostat. Alors, la cathode, portée au potentiel VC, reçoit un rayonnement excitateur de fréquence nue, de puissance P. L'anode portée au potentiel VA recueille les électrons émis par la cathode. L'expérience consiste à mesurer l'intensité de courant qui traverse la cellule photoélectrique en fonction de 3 paramètres. Donc on va faire ces études. Donc, en fonction de la puissance, le courant qui passe à travers la cellule en fonction de la puissance, en fonction de la fréquence, puis en fonction, ça veut dire en agissant sur la différence potentielle entre les deux électrodes VA moins VC. Donc voilà, ça c'est la cathode qui reçoit la lumière, l'UV. C'est pas obligatoirement UV, c'est pas forcément UV. Ça c'est le métal, ça c'est l'anode qui collecte les électrons. Et à l'intérieur de la cellule, il y a le vide. Il faut avoir là, c'est une polarisation, ça veut dire que l'anode est portée au potentiel plus et la cathode est portée pour installer un champ électrique accélérateur des électrons, c'est-à-dire l'électron arraché, même s'il n'a pas suffisamment d'énergie, le champ électrique installé entre l'anode et la cathode va les accélérer. Alors, première expérience, ça veut dire on va étudier le courant électrique entre les deux électrodes en fonction de la puissance. Alors, on a une cathode de zinc, c'est le rayonnement fréquence nue. On mesure le courant électrique qui traverse la cellule. Donc, en fonction de la différence potentielle V-VC, ça veut dire le potentiel, on peut lui donner, ça veut dire la valeur positive, et on peut l'inverser pour lui donner une valeur négative. Alors, V-VC, si vous lui donnez une valeur négative, c'est-à-dire que le champ sera dirigé au contraire de la cathode vers l'anode, c'est-à-dire il va freiner un petit peu les électrons. Alors, si en continuant d'augmenter cette valeur en valeur absolue, on arrive à un stade, c'est-à-dire une potentielle V-VC négatif, est égal à V0, c'est la contre-tension. À partir de ce potentiel, aucun électron ne peut atteindre l'anode, ce qu'on appelle la contre-tension. Alors, en fonction du potentiel, si vous augmentez la puissance du rayonnement, ça veut dire quoi augmenter la puissance du rayonnement? Ça veut dire le nombre de photons par mètre carré par seconde qui arrive sur la cathode. Si on augmente cette puissance-là, c'est la même énergie, mais en augmentant le nombre de photons qui arrivent sur la cellule. Alors, ça veut dire le courant de saturation, c'est ça le courant de saturation, qui va augmenter. Par contre, V0 reste la même, quelle que soit la puissance. Puissance 3 plus grande que puissance 2 plus grande que puissance 1. Alors, si V1-VC est suffisamment élevé, le courant va atteindre une valeur IS, courant de saturation. Pour VA-VC négatif inférieur à une valeur V0, aucun courant ne passe. V0, c'est la contre-tension. Donc, V0 en valeur absolue appelée contre-tension maximale, indépendant de la puissance du rayonnement incident. Il existe entre V0 et domaine de saturation une région intermédiaire où il croît progressivement avec V. Ça, c'est pas intéressant pour nous. Alors, voilà le schéma de l'effet photoélectrique. Mais la condition, c'est-à-dire ces électrons ont une énergie de liaison, ces photons ont une énergie, H nu. Il faut absolument avoir une énergie de photon supérieure ou égale à l'énergie de liaison de l'électron sur le matériau. Si cette énergie est plus grande que l'énergie de liaison, le reste, ça veut dire la différence, le résidu de l'énergie sera cédé à l'électron sous forme d'énergie cinétique. Voilà, ils seront éjectés du matériau. Alors, deuxième expérience. Maintenant, regardons, donc, sans modifier la nature de la cathode, c'est-à-dire on va garder la même cathode. Alors, on va changer les photons, c'est-à-dire l'énergie du photon, H nu. C'est-à-dire on va prendre 3 photons différents, énergie différente.
sont capables d'arracher des électrons. Alors, on obtient le courant, ça veut dire voilà les tracés. Donc je vais expliquer ces tracés. Ça c'est premier, ça veut dire ça c'est pour le premier photon. C'est-à-dire voilà, la contention c'est V01. Le courant de saturation c'est ça. Ça c'est le courant de saturation. Alors si vous changez les photons avec lesquels vous attaquez la cathode avec des photons plus énergétiques, voilà, on va avoir une autre courbe. Et la contention est plus grande en valeur absolue par rapport à V01. Donc V02 plus grande que V01. Parce que l'énergie H nu2 est plus grande que l'énergie H nu1. Voilà. Nu3 plus grand que nu2, plus grand que nu1. Alors pour troisième photon, l'énergie H nu3 plus grand que H nu2, plus grand que H nu1. Contention V03 est plus grand que V02. Donc voilà. Chaque fois, on a un potentiel d'arrêt différent, une valeur absolue plus grande. Et le courant de saturation, c'est pas intéressant. Ça dépend du nombre de photons. Donc, si la fréquence nu est inférieure à une fréquence nu S, seuil, appelé fréquence seuil, aucun courant ne traverse. Ça veut dire si les photons d'énergie inférieure que l'énergie de liaison c'est H nu S. Nu S, c'est la fréquence seuil. D'accord? Alors maintenant, si la fréquence nu supérieure que nu S, le courant donc passe et la contention maximale varie linéairement avec la fréquence nu. Donc voilà, si la fréquence augmente, ça veut dire que la contention augmente aussi. Donc là, vous avez regardé H nu1 moins l'énergie de liaison E0 est égale à EC1, c'est l'énergie cinétique de l'électron arraché. Ou bien c'est E fois V01. V, c'est la contention. E, c'est la charge de l'électron. Donc l'énergie cinétique de l'électron arraché est égale à E fois V01. Même chose pour deuxième photon, H nu2 moins E0. E0 est constante, hein, est égal à C2, ou est égal aussi à E V02. H nu3 moins E0 est égal à EC3 est égal à E V03. Bon, troisième expérience maintenant. On va changer la nature de la cathode. On va remplacer le zinc par sodium, puis le nickel. C'est-à-dire on a trois cathodes différentes, mais même rayonnement, de fréquence nu. Et la fréquence seuil, nu S, varie avec le potentiel V0, bar, V0 valeur absolue, c'est à la contention, en fonction de nu. Se trouve être indépendant de la nature de métal. Donc regardons. La fréquence seuil pour le sodium est plus petite que la fréquence seuil pour le zinc. Ça veut dire l'énergie de liaison de l'électron sur le sodium est plus petite que l'énergie de liaison de l'électron sur le zinc. Ça veut dire que la contention pour le même photon, c'est inverse. Ça veut dire si celui-là est plus petit, ça veut dire la contention plus grande, et vice-versa. Donc voilà, ça c'est la fréquence. Et ça, c'est la valeur absolue de, normalement, la valeur absolue de la contention. Bon, donc ceci, on va le comprendre très bien quand on va faire des exercices. Donc, on mesure le temps qui s'écoule entre le début de l'éclairement et le passage du courant. C'est autour de 10 à puissance 500, on ne s'intéresse pas à ceci. Donc, l'électromagnétique transporte l'énergie. Donc, il communique aux électrons de la cathode une énergie pour les éjecter. Les électrons accélérés dans un champ électrique règnent entre la cathode et l'anode, qui règne entre les deux électrodes. Donc l'anode ils vont atteindre l'anode. Cette dernière assure le passage du courant électrique. C'est-à-dire, voilà la lumière qui arrive, qui reste les électrons qui atteignent l'anode. Voilà le courant électrique.
Donc le sens du courant électrique est le sens opposé de déplacement des électrons. Saturation du courant, ça on l'a étudié, ça veut dire si on a V-VC qui est normalement positif, on va avoir le courant qui va saturer, c'est le courant de saturation. Alors, il est par contre impossible d'expliquer la fréquence seuil et la contention maximale V0 par la loi classique électromagnétique. On ne peut l'expliquer qu'avec, normalement, la loi quantique de l'effet photoélectrique. Ça veut dire que si vous prenez une lumière d'énergie inférieure qu'une énergie seuil pour arracher l'électron, même si la puissance est très importante, on ne peut pas arracher l'électron. Quand si vous travaillez avec des puissances très petites, dans ce cas-là, si l'énergie est supérieure qu'une énergie seuil, on peut arracher des électrons. Alors, bon, ça je l'ai dit. Pour extraire un électron d'un métal, il faut fournir une énergie suffisante, WS, énergie seuil. L'énergie de l'onde électromagnétique donc communiquée aux électrons sous forme de quanta, photons. Séparé de valeur, ça veut dire la valeur de h nu. Alors, résumé, c'est h nu plus petite que WS, c'est-à-dire l'énergie seuil, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet photoélectrique, il n'y a aucun électron qui va être arraché. Si cette énergie du photon est égale à l'énergie de liaison, c'est-à-dire on va arracher l'électron sans lui donner d'énergie cinétique, on va l'extraire seulement. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on peut voir en général. Si h nu est plus grande que l'énergie seuil, le photon va extraire, le résidu, ça veut dire le reste de l'énergie, va être communiqué à l'électron sous forme d'énergie cinétique, 1 demi V carré. Donc en général, voilà la formule qu'il faut retenir. H nu est égal à WS, énergie de liaison, plus 1 demi V carré, énergie cinétique de l'électron arraché. Regardons par exemple là un exemple qui illustre un peu ce résumé-là. Vous avez une cathode de potassium d'énergie de liaison 2,0 électronvolts, donc qui est nécessaire pour arracher l'électron. Alors, si vous avez un photon d'énergie 1,77 électronvolts plus petite que 2, ça veut dire rien ne se passera, nos électrons, ça veut dire nos électrons. C'est-à-dire aucun électron ne sera arraché. Maintenant, si vous avez 2,25, un petit peu plus grande que l'énergie de liaison, alors on va arracher l'électron. Maintenant, vous allez travailler avec 3,1 électronvolts. Ça, c'est la lumière verte, ça, c'est la lumière violette ou la bleue. Donc là, on va arracher de la même façon que là. Ça, seulement ici, Vmax c'est 2,9 et là, Vmax c'est 6,2, 10 à puissance 5, 10 à puissance 5 par seconde. Donc, le reste de l'énergie sera cédé à l'électron sous forme d'énergie cinétique. Bon, cette écriture-là, ça veut dire, voilà, H nu S, c'est WS. Donc, l'inertie cinétique 1 demi V carré est égale à la charge de l'électron multipliée par V0, la contention. Donc, le potentiel d'arrêt ou bien la contention est égal à H sur E fois nu moins H sur E fois nu S. Alors, je donne quelques tableaux maintenant, regardons. Les métaux se différencient par leurs énergies de sortie. Alors, l'énergie de liaison des électrons dans ces métaux-là. Donc, pour le sodium, c'est 2,1. Donc, potassium, sodium, zinc, le fer, le nickel. Donc là, vous avez des énergies. C'est un autre tableau, une autre référence. Voilà la référence. Seulement, de temps en temps, pourquoi j'ai apporté ces deux tableaux en même temps puisqu'ils parlent de la même, à peu près de la même chose, parce que regardons, pour le faire, là c'est 4,8, là c'est 1,8, là il y a un problème. Donc là, il faut se méfier parfois des données sur Internet. Il faut bien regarder plusieurs références et s'assurer qu'il s'agit de la bonne valeur. Regardez là 2,5, 2,5, 2,4, 2,4, 2,1, 2,1, là c'est 1,8, là c'est 4,8. Donc il faut faire attention.
ce sont des énergies. Si on fait, par exemple, on prépare un exercice, on peut regarder des données sur Internet concernant l'énergie de liaison. Alors, phénomène d'ionisation. Alors, l'effet photoélectrique sur un atome, c'est pas la même chose que l'effet photoélectrique sur un métal. Euh, Dans l'expérience d'effet photoélectrique, les électrons sont arrachés à l'assemblée d'atomes qui forment un corps solide. Dans l'expérience de photoionisation, l'onde électromagnétique est dirigée sur une vapeur d'atomes isolée. Et les électrons sont arrachés à chacun des atomes séparément. L'énergie minimale nécessaire pour y parvenir est appelée l'énergie d'ionisation. Elle joue un rôle strictement équivalent à celui de l'énergie sortie de l'effet photoélectrique. Donc regardez, normalement, donc l'ionisation, ça veut dire pour l'atome, et sortie pour le métal. Donc là, c'est le sortie pour le métal. Quand il s'agit de césium, pour le métal, c'est 2,1, mais sur un atome, c'est 3,89. Alors, l'énergie d'ionisation sur un atome, c'est pas la même chose que sur un métal, même s'il s'agit de la même nature. Césium, césium. Alors, sodium, regardez là, pour l'atome, c'est 5,14, alors que pour le métal, c'est 2,5. Donc là, c'est une remarque à faire. L'ionisation, c'est pas la même chose que l'énergie de... Normalement, l'énergie d'ionisation, c'est pas la même chose que l'énergie de sortie. Donc là, quelques données pour avoir une idée sur les lumières. Ça veut dire, voilà, pour le césium, quelles sont les lumières qui sont capables d'avoir effet photoélectrique sur ces métaux-là. C'est-à-dire sur le potassium, c'est à partir du jaune, sur le beryllium, à partir du vert, sur le zinc, c'est l'UV, le cuivre, c'est l'UV. Alors, pour le césium, c'est jusqu'au à peu près rouge, hein, et sont capables d'arracher des électrons sur le césium. Donc voilà. Alors, pour finir, donc, nous sommes en train d'étudier l'interaction rayonnement-matière, le rayonnement avec la matière. La première phase de cette étude-là, c'est l'effet photoélectrique. Après, nous allons voir l'effet Compton et le reste des interactions. Toutes ces interactions sont possibles, donc l'effet photoélectrique, l'effet Compton, création de paires, diffusion Thomson, photoionisation, ça veut dire désintégration, etc. Merci pour votre assistance et votre attention, et à la prochaine, Inch'Allah.